Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. C'est ça aussi l'analyse de pratique, ça commence par des rires et puis des partages, des échanges profonds. Un épisode spécial enregistré en plusieurs fois autour de Christine Larocque, notre formatrice, et puis un échange polyphonique autour de Sylvie Amédée, Lia Mountéane, Pauline Nori, Cathy Barthès, Sylvie Fresdon. On vous parle de l'analyse de pratique telle qu'on l'a vécue. Bonne écoute. Alors, notre groupe s'est constitué de la façon suivante. Moi, la première, je ne connaissais pas du tout, donc c'est en discutant avec certaines d'entre vous que j'ai dit oui, allez, on y va, pourquoi pas. Donc j'ai découvert, vous m'en avez dit quelques mots, et ça fait maintenant 4-5 ans. Et c'est un plaisir à chaque fois et une redécouverte à la fois de chacune et à la fois de nos pratiques. Moi, j'en faisais déjà dans un autre groupe avec des enseignantes spécialisées. Et il y a eu cette proposition de le faire en interne que j'ai trouvé finalement judicieuse parce qu'on est une équipe quand même qui est assez bienveillante, soudée et où ça pouvait se jouer puisqu'il y a quand même beaucoup de soi qui ressort en fait dans ces groupes-là et qui allait permettre à l'équipe en fait d'avancer, de déposer pas mal de choses. Donc bonjour Christine Larocque, mais pour ce podcast donc autour du JAPP, du groupe d'analyse de pratiques professionnelles, et toi ce qui t'a amené dans ton parcours à proposer cette formation et ce cheminement. Je suis enseignante en sciences médico-sociales, d'abord en lycée pendant 20 ans et depuis 14 ans en BTS économie sociale familiale, qui est une des voies après le bac ST2S. Et en même temps, depuis 14 ans, je suis formatrice, donc essentiellement auprès d'enseignants, soit de jeunes enseignants qui démarrent, soit en formation continue. Mais avant j'ai eu une première vie professionnelle, j'étais assistante sociale. Et moi je suis sortie naïve en 1989 de ma formation d'assistante sociale, pensant que j'allais trouver dans les institutions de l'analyse de pratique. Eh bien, j'ai peut-être pas eu de chance, mais j'en ai jamais trouvé. Et donc, quand j'ai eu ce désir d'être formatrice, je me suis dit, l'analyse de pratique, la supervision, c'est très important. Toi, tu n'en as pas bénéficié, ça serait pas mal que tu œuvres au fait qu'elle se mette en place, qu'elle se développe auprès des enseignants et autres personnels, chefs d'établissement et autres personnels éducatifs. Oui, c'est vrai que c'est pas courant quand on en parle même à l'extérieur de trouver de l'analyse de pratique auprès des enseignants. À ton avis, comment c'est arrivé Ce paradigme de l'analyse de pratique, il est présent, prégnant depuis plus de 30 ans. Dans les écoles dans l'éducation nationale. Et de façon transversale, il y a dans notre société l'idée qu'il faut être dans une position réflexive pour être un bon professionnel. Il faut être résilient. Les politiques publiques doivent être résilients. Tout ce discours, on l'entend beaucoup. Et donc voilà, depuis plus de 30 ans, on se dit que les enseignants, pour être des bons enseignants, et le personnel éducatif au sens large, doit réfléchir à sa pratique, être donc en position réflexive. Et pour cela, il y a un certain nombre d'outils, j'aime pas trop le terme outil, mais de dispositifs qui peuvent favoriser cette réflexivité. Bien entendu, l'être humain n'a pas attendu ce paradigme dominant sur la réflexivité pour réfléchir. Mais juste là, c'est pointé comme professionnalisant. On se dit que ça aide les professionnels à devenir davantage experts et à mieux vivre leur travail et à surtout identifier, autre paradigme dominant, à mieux identifier les compétences professionnelles qu'il a.
Donc pour toi, c'est indispensable, l'analyse de pratique? Pour moi, est-ce qu'on peut être un enseignant sans analyse de pratique? Ben, y en a qui en font déjà tout seul, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs modalités. Pour moi, j'en ai identifié, j'ai essayé de concourir à développer 3 modalités essentielles. En tout cas, que les personnes prennent conscience qu'il y a 3 modalités, parce qu'ils les utilisent parfois sans le savoir. Il y a ce qui est individuel, systématisé ou pas. Bon, moi, dans ce qui n'est pas systématisé, mais qui peut le devenir, je crois beaucoup au journal. Bon, au journal du chercheur, au journal du professionnel, parce que moi-même, quand j'étais assistante sociale, quand je revenais d'entretiens très difficiles, j'étais loin, j'étais dans le Gers, j'attendais le train, et donc du coup, je restais à mon bureau et j'écrivais des choses, et très vite, je me suis aperçue que cet écrit avait une fonction de dépôt, comme un journal intime, mais professionnel. Voilà, et que j'enfermais ensuite dans mon bureau. Et je me rendais compte que je ramenais plus autant sous l'oreiller quelque chose qui me tarabustait la nuit. Et donc, tu vois, il y a cette modalité individuelle, non systématisée, mais qui peut se systématiser par l'écriture et le journal, j'y crois beaucoup. Bon, il y en a d'autres qui l'ont développé, même théorisé. Rémi S., il en a fait toute sa carrière. Il a écrit une 40aine de journaux, je crois. Du grand-père, du jardinier, du joueur de belote, etc., etc. Et d'ailleurs, son premier travail, ça a été enseignant vacataire dans un lycée. Et c'est là qu'il a commencé à écrire un journal sur qu'est-ce que c'est qu'être prof quand on n'a pas d'expérience, qu'on débute. Et après, il a fait toute sa carrière universitaire là-dessus. Bon, donc ça, il y a des gens qui le font, et puis voilà, ils ne se disent pas que c'est de l'analyse de pratique. Et pourtant, ça en est. Voilà. Donc ça, c'est le niveau. Après, il y a la modalité en binôme, où on est plus dans un échange, voilà, comme nous, là, où je rebondis, tu rebondis sur ce que je dis. Et ça trame 2 approches, 2 mondes, 2 formes d'intelligence. Et bon, et c'est une création au final, cet échange. Alors ça, là, tu nous avais proposé une grille, une trame, en tout cas, pour pas non plus que ce soit de l'ordre de la discussion qui part tirée dans tous les sens. Oui, il y a des dispositifs qui peuvent cadrer les choses et justement, une des fonctions de l'analyse de pratique et de la supervision, c'est faire tiers. Donc les dispositifs qui font tiers par rapport à quelque chose qu'on a vécu, qu'on soit seul ou dans une équipe, c'est important. Il y a Patrick Robot, qui est un des papes dans l'analyse de pratique et qui est en Occitanie. Lui, il a développé quelque chose qui peut paraître... lui-même n'était pas très content du nom qu'il a donné, ça s'appelle les 3 colonnes, Patrick Robot. Voilà, on pose un récit, on pose des questions d'explicitation que l'autre, notre alter ego, nous pose, et ensuite on cherche des hypothèses. Alors, c'est vrai que l'analyse de pratique, moi je pense que, bien sûr, quand on démarre, ou même quand on ne démarre pas, quand on est en difficulté, on voudrait la caisse à outils. C'est ce que j'appelle les hypothèses d'action. Il en faut. Mais si on veut développer sa capacité réflexive dans un espace professionnel, il faut surtout privilégier des hypothèses compréhensibles, qui nous aident à comprendre ce qui se passe, en essayant de se retenir un petit peu sur les préjugés ou les idées toutes faites qu'on peut avoir, surtout quand on a beaucoup d'expérience, parce que ça peut... On se dit, ah oui, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut se laisser enseigner par l'autre, par la situation. D'où l'intérêt de le faire à 2, parfois, et de ne pas toujours le faire seul face à son journal. Exactement. C'est vrai que ces hypothèses compréhensives, elles amènent aussi autre chose, elles amènent l'analyse systémique. Et parce qu'il faut aller chercher des horizons, des lunettes théoriques, on ne peut pas toutes les développer, mais en fonction de sa singularité, son histoire professionnelle, on va avoir envie de développer plutôt tel référent théorique ou tel autre. Et la 3e modalité, c'est une modalité collective. Et c'est ce que vous avez vécu. Et alors moi, il y a une phrase d'Yves Clos, parce que l'équipe du CNAM travaille depuis très longtemps sur des modalités d'analyse de pratique. Il y a une phrase d'Yves Clos, je ne sais plus dans quel bouquin, que j'ai trouvé, que j'adore. Il dit « Le groupe,
ça donne du répondant collectif. Et là-dedans, c'est le mot répondant qui m'intéresse. Répondant, ça veut dire qu'on a partagé quelque chose, on a tissé quelque chose ensemble, et ça nous rend un petit peu plus forts. Plus fort dans le sens pas consistant, autoritaire ou dans non, pas du tout, mais plus consistant, plus assuré dans ce qu'on défend, dans ce qu'on développe. J'aime beaucoup dans ce que tu nous dis là, qu'il y a les 3 niveaux. C'est vrai que les 3, tu nous as invités à les expérimenter, mais je les avais pas forcément reliés ensemble. Et je me dis, c'est une réponse aussi qu'on peut faire à ceux qui disent « Ah, mais dans mon établissement, on n'en propose pas, j'ai pas les moyens de m'inscrire à un groupe d'analyse de pratique. » En fait, on peut trouver au moins les 2 premiers niveaux, le faire seul ou le faire en duo. On mettra en référence Patrick Robot et ses 3 colonnes. Quel est l'intérêt de faire cette analyse de pratique? Est-ce que ça influence vos pratiques? De quelle manière? Alors, je dirais que l'analyse de pratique, ça nous a permis de déposer un peu des choses qui se passaient au quotidien avec nos classes et de prendre un peu de recul sur certaines situations. Plusieurs cerveaux, on peut réfléchir plus facilement et on peut être plus efficace pour parler de certaines situations. Donc ça faisait vraiment une pause dans notre pratique, je trouve. Moi, je rajouterais aussi, il y a un côté très rassurant. On est souvent face à des situations un petit peu perturbantes. Et suite à ces analyses de pratique, je trouve que ça remet beaucoup de choses en cause. Moi, ça m'a toujours rassurée. Ça m'a chamboulée et en même temps, ça m'a rassurée. Et du coup, on a une autre approche. On peut avoir une autre approche de la classe, une autre approche du problème, on peut dire ça. Et je vais rebondir sur ce que tu disais, chamboulé. C'est vrai qu'on sortait jamais, en tout cas moi, je sortais jamais indemne des séances d'analyse de pratique. Il me fallait un peu de temps tout à fait. Pour me remettre parce que c'est quand même assez intense, je trouve. Est-ce qu'une de vous a remarqué des changements concrets, peut-être à partir d'un exemple, tout en gardant la confidentialité de nos séances, mais dans la manière de travailler ou de réagir sur une situation? Oui, moi je garde très précieusement à l'esprit l'avant-dernière ou la dernière séance où on a abordé le cas d'un élève particulièrement compliqué et en fait le fait d'échanger autour de cet élève, ça, pour moi, ça a clarifié beaucoup de choses et ça m'a aidé à avoir un côté très sensible dans l'approche de cet élève c'était une lecture de cet élève que je n'avais pas du tout et par la suite, oui, j'ai fait différemment. En m'approchant plus, j'ai fait différemment et parce que cet élève-là qui était en opposition totale en classe, il s'est inscrit pour participer à un concours, qui a eu envie de s'inscrire à ce concours. En fait, oui, ça a été assez spectaculaire comme expérience et je garde ça très précieusement. En fait, j'avais des intuitions, j'avais vécu des expériences avec cet élève-là, j'avais fait plusieurs tentatives et toute seule, je ne m'en sortais quand même pas. Et puis le fait d'en parler en analyse de pratique, ça a apporté un autre regard et une analyse de ce que je ressentais. Enfin, ça a apporté une clarification de la situation et des besoins peut-être du jeune que je n'avais pas vu ou que je ne m'étais pas autorisée à voir. Enfin, il y avait quelque chose comme ça de très surprenant en fait. Lia, notre collègue, nous parle d'intuition, que le groupe d'analyse de pratique permet de mettre en mots des intuitions, d'aller les explorer. Déjà, peut-être toi, qu'est-ce que ça t'évoque ça? Et peut-être ici, justement, tu peux aller décrire les étapes du JAPP et la grille d'Arduino, puisque c'est grâce à cette grille d'analyse, finalement, qu'on peut poser les hypothèses sur des intuitions qu'on peut avoir. Oui, alors l'intuition, moi je trouve qu'elle est vécue
en cachette quasiment, parce que quelque part dans notre paradigme du professionnel, hyper professionnel, bah, c'est pas très professionnel l'intuition. Alors, je trouve qu'on en parle de moins en moins. Alors que forcément, l'être humain est ainsi fait que, nourri par son expérience, sa sensibilité, parfois son hypersensibilité qui l'embarrasse, il a des intuitions. Moi, par exemple, je suis psychanalyste, parfois j'ai des intuitions. Alors j'essaie de ne pas m'y précipiter dessus, mais elles commencent à nourrir des hypothèses, ces intuitions. Donc avant des hypothèses de travail, il y a cette intuition. Moi, je trouve que ces intuitions, avec le contexte que je viens d'indiquer, c'est pas facile d'être à l'aise pour les exprimer, simplement. Voilà. Et les assumer, simplement. Donc déjà, pour pouvoir assumer ces intuitions et les dire, il faut se trouver dans un cadre de travail. Alors moi, j'aime pas le mot bienveillant, parce qu'il est tellement affiché partout. Et moi, je trouve que quand on l'affiche comme ça, c'est qu'il n'est pas dans la réalité. Donc ça me gêne. Mais déjà, la confiance, c'est un des principes préalables de l'analyse de pratique. Et puis c'est jamais acquis, c'est toujours à maintenir. Il y a la confiance dans le groupe, la confiance dans la personne qui conduit le travail, et puis l'empathie. L'empathie, ça, je préfère, parce que c'est conceptualisé. Et donc cette empathie, c'est-à-dire, on accueille ce que dit l'autre, même si, justement parce que ça peut nous bousculer, justement parce que ça peut ouvrir une voie, une manière de dire les choses nouvelles, ou en tout cas que nous, on n'a pas en soi. Et il me semble que dans le travail, ces différentes années que nous avons menées ici, il y avait ça, il y avait cette écoute de l'altérité. Voilà, le mot est lâché. C'est que l'altérité, ça aussi, on en parle, mais l'altérité, elle se vit, et elle se vit tous les jours, et c'est pas facile. Parce que l'autre, il va pas avoir la même temporalité que moi, et si je suis un peu quelqu'un d'impatient, j'aimerais bien qu'il accouche plus vite, et etc. Il va prendre des chemins que moi, je n'aurais pas pris, j'aurais pris des raccourcis, ou alors j'aurais pris des chemins de traverse, alors que l'autre prend une autoroute. Et en tout cas, c'est permettre à l'autre de faire le cheminement pour arriver là où peut-être moi, je suis arrivée. Lui laisser le temps de cheminer par lui-même. Donc, ces lieux, ces espaces collectifs qui donnent du répondant, c'est si on a les conditions préalables sur lesquelles je vais revenir dans un instant, si on a les conditions préalables, c'est laisser la place à l'altérité, à la richesse que peut amener cette altérité. Et quand je vois dans notre monde à quel point parfois on a des biais d'analyse ou des systématismes qui produisent des choses quand même parfois effroyables, je trouve que c'est pas mal des espaces où on accepte la temporalité de l'autre, et même, c'est plus que de l'accepter, on peut prendre appui parce qu'on sait qu'au bout du bout, il y a une création, il y a une richesse, il y a quelque chose. Donc, ce que tu nous invites à faire, c'est justement d'écouter ces intuitions et même de leur donner de la place dans un espace défini. Voix, oui. Et de les mettre en voix. Ces intuitions, les formuler de manière tâtonnante. Et c'est pour ça qu'il faut avoir confiance en l'autre ou dans les autres avec qui on travaille. Pour dire, bon, je vais peut-être dire une connerie, mais moi quand même, j'ai l'impression que, j'ai l'intuition que... Ou je fais l'hypothèse que, c'est vrai que tu nous invites souvent à commencer par cette phrase, ça vient après, mais... Oui, c'est vrai, je vous invite à ça. Mais souvent, de commencer la phrase par ça nous décentre aussi. Tout à fait. On pose en mots que c'est une hypothèse. Une hypothèse parmi d'autres. Et souvent, je vous l'ai dit. Et on peut peut-être dire la même chose sur l'intuition. Voilà. J'ai l'intuition que... C'est une hypothèse parmi d'autres. Quelque part, ça nous conduit à la fois à une certaine forme d'humilité. J'ai pas raison, forcément. C'est quoi la raison là-dedans? Et une forme d'humilité et en même temps... un acte du sujet. Je fais l'hypothèse que c'est un acte. J'en reviens au fait de poser le cadre du JAPP, les grandes étapes, pour ceux qui nous écoutent, peut-être. Tu vois, comment se déroule une session de 3 heures, juste les grandes étapes. Oui. Tout à l'heure, je disais que l'analyse de pratique, c'était mettre du tiers. C'est ce dont on manque parfois.
Et dès qu'on met, ne serait-ce que les 3 colonnes de robots, c'est-à-dire une grande feuille A3 avec 3 colonnes et qu'il faut discuter pour essayer d'y mettre quelque chose, ça fait tiers. Et le dispositif collectif, qu'on peut appeler GAPP, qu'on peut appeler GAP, qu'on peut appeler BALINT, aussi, BALINT, ça nous vient d'un médecin, hein, et sa femme, d'ailleurs, toujours oublié sa femme derrière. Voilà, et il y a eu les BALINT enseignants, Jacques Lévin qui l'a mis en œuvre, ça a très très peu développé, je trouve, dans le sud-ouest en tout cas, ailleurs je ne sais pas, c'est bien dommage. Ces dispositifs mettent du tiers parce qu'ils mettent du cadre. Alors, évidemment, ce cadre, parfois, il peut, à certaines personnes qui voudraient s'exprimer, et je le comprends, qui ont vraiment un besoin irrépressible de s'exprimer, ce dispositif peut paraître un peu rigide. Il ne l'est pas. Il scande des étapes qui conduisent le groupe en 3 heures à arriver à exprimer des choses, des hypothèses, et un narrateur qui a pris le risque de proposer son récit, à dire, ben voilà comment ça m'a déplacé, ou pas, voilà les questions que... Voilà, le final, c'est ça. Au début, on a un choix d'un récit, d'une situation professionnelle. Évidemment, toutes les situations professionnelles mériteraient d'être développées. Mais déjà, il faut accepter qu'il n'y en ait qu'une, et qu'on va essayer de tirer le meilleur parti de cette situation. Oui, donc c'est ça, le groupe choisit une situation. Le groupe choisit, bon, en général, il y a 3, 4, 5 situations qui sont proposées. Déjà, de dire, je choisis, ça met dans la situation du prof dans une classe. Parfois, il avait quelques secondes pour choisir quelque chose et l'assumer, parce que ça peut être une erreur aussi. Ça peut être quelque chose qu'on regrette et il va falloir le reprendre et le retravailler, etc. Et moi, je m'aperçois que certains enseignants, puisqu'on parle surtout des enseignants là aujourd'hui, ont du mal. Ah non, mais les deux me plaisent. Oui, mais dans une classe, à un moment donné, il y a un choix. Bon. Donc ça, déjà, c'est très intéressant de voir pourquoi on choisit une situation. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'expérience depuis 14-15 ans m'a fait me rendre compte que même si cette personne a exprimé, présenté une situation très très complexe et douloureuse, cette personne a choisi une autre situation. Pourquoi on choisit une autre situation? Bon, c'est quand même intéressant. Donc tout ça, il y a un processus d'étapes où il y a une distribution de la parole. À un moment donné, on parle, à un autre moment, on écoute. Bon. Et bon, évidemment, en psychanalyse, on dirait que quelque part, ça a une fonction de régulation de la jouissance. Mais la jouissance, c'est quoi? C'est ce qui nous meut. C'est pas la jouissance sexuelle, bien sûr, même s'il y a une part sexuelle dans l'idée de vouloir savoir quelque chose, évidemment. Le podcast s'appelle Extase éducative, on n'en est pas loin. Voilà, c'est Freud qui nous l'a appris, ça. Voilà. La jouissance, c'est le plaisir et son au-delà. C'est parfois se faire mal, se faire souffrir soi-même. Et l'analyse de pratique, même si évidemment ce n'est pas une thérapie de groupe, peut permettre de prendre conscience de certaines choses. Et moi, j'ai quand même déjà vu, dans toutes ces années, des enseignants qui sont venus me dire « Oui, mais là, je sens que j'ai une difficulté. Est-ce que vous auriez un nom, des noms à me proposer? Parce qu'il faut que j'aille plus loin. » C'est déjà arrivé. Et comme je travaille depuis longtemps, j'ai aussi ces mêmes personnes qui m'ont dit à quel point, plusieurs années après, une thérapie personnelle les avait aidés à débroussailler des choses qui avaient émergé dans l'analyse de pratique. Ça, je tiens à le souligner. Et surtout dans les analyses de pratique qui ont mobilisé des enseignants spécialisés, c'est-à-dire qui accueillent les situations de handicap des élèves. Donc, surtout là, j'ai trouvé des enseignants qui ont eu affaire avec un réel pédagogique, un réel éducatif particulièrement difficile et qui ont amené des choses, ça les a amenés à se déplacer. Donc ça, c'est très très important, cette distribution des places, etc. Et c'est en ce sens que j'appelle ça un dispositif. Bon, là, j'ai rien inventé. Giorgio Agamben a fait un petit bouquin là-dessus très bien qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un dispositif ?» où
il montre les implications subjectives qu'il y a dans des dispositifs qui sinon seraient désincarnés. Parce que, évidemment, ces dispositifs d'analyse en groupe, comme le reste, ça ne peut pas être désincarné. Ça ne peut pas se réduire à des protocoles, comme j'ai pu le voir quand j'ai travaillé à l'hôpital. Voilà, on a des protocoles désincarnés, il faut les suivre à la lettre. Donc, les phases de ce dispositif, ce n'est pas un protocole, c'est quelque chose qui nous permet de progresser dans une réflexion. Et donc, sur les hypothèses que j'avais évoquées tout à l'heure, donc plus j'avance, et puis plus vous avez avancé dans les années, vous avez vu à quel point bon, mais ces hypothèses, c'est prendre place, c'est prendre sa parole et l'assumer en toute humilité, mais en se faisant confiance aussi. Et j'ai été amenée à développer ce que par exemple Patrick Robot et d'autres n'ont pas fait. Moi, j'ai été amenée à développer la question de l'analyse systémique. Parce que je me suis dit, les défis qui se posent à nous dans une classe ou avec un élève ou avec les collègues, ce sont des défis humains. Donc, du coup, éminemment complexes. Et je me suis dit, qu'est-ce qui est à la hauteur de la complexité de l'humain? C'est un minimum, mais évidemment, ça ne résout pas toute la complexité, on est bien d'accord. Il y a toujours un reste, quelque chose qui ne peut pas être attrapé. Je me suis quand même dit que l'analyse systémique, alors derrière Edgar Morin et un certain nombre d'autres personnes, pouvait nous montrer des enjeux macro, au niveau des politiques publiques, méso, c'est-à-dire au niveau des organisations, et micro, au niveau des humains. Voilà. Et donc c'est ce que j'ai essayé de développer pour donner des pistes aux personnes qui ont participé aux analyses de pratique que j'ai développées depuis 14 ans. En disant, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est chacun ensuite. Parce que quand même, une des voies de l'épuisement professionnel, c'est quand on en demande trop aux professionnels. Donc on ne peut pas leur demander de connaître la psycho, la socio, l'histoire, etc., etc. Ça, c'est complètement dément. Et le but d'une analyse de pratique, c'est quand même provoquer un apaisement, un soulagement et un sentiment de confiance dans son travail. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que on a déjà des lunettes théoriques, mais qu'on n'a pas forcément conscientisées. Donc déjà, c'est se demander, quand j'ai une réflexion sur un sujet, sur quelque chose, à quoi je recours spontanément? Quelles sont mes lunettes théoriques? Donc déjà, au même moment, on va se rendre compte de ça. Ah oui, moi, ça m'intéresse plus l'histoire. Ah, moi, c'est la littérature qui me donne des pistes. Ah, moi, c'est la psychanalyse. Bon, bref, la sociologie. Et donc, en fonction des lunettes théoriques de prédilection qu'on développe, on a toute une vie professionnelle pour les travailler. Ouais. On ne peut pas tout travailler. Par contre, quand on est dans un groupe où chacun a sa singularité, et donc ses lunettes théoriques, là, il y a, comme je disais tout à l'heure, une richesse, un terreau, qui est une des conditions, à mon avis, ce terme est galvaudé, mais il existe par-ci par-là, à l'invention, pourquoi pas à l'innovation, même si c'est rare quand même, les vraies innovations. En tout cas, il y a ce terreau, il se construit dans le collectif. Et il me semble que dans le monde actuel, cette complexité, cette analyse systémique, quand je vois le monde actuel, tous les défis qui se posent à nous, elle est absolument nécessaire. On ne peut pas imaginer essayer de relever les défis, tous les défis, que ce soit écologiques, que ce soit géopolitiques, etc., sans cette idée de complexité et surtout du groupe. C'est ça, seul, c'est quasiment impossible. Voilà, c'est impossible. Voilà, comment collectivement, oui. Et cette expérience d'analyse de pratique, elle donne un répondant collectif et elle donne, à mon avis, la seule voie possible, c'est la parole. La parole est un acte du sujet et l'action collective. Oui, merci de replacer ça parce que souvent, analyse de pratique, on y va d'abord pour soi. On se dit, ça va m'aider moi dans ma classe, mais en réalité,
tu l'expliques très bien. De par ce dispositif, ça vient le replacer dans quelque chose de beaucoup plus systémique et collectif, et donc au service du collectif, de manière directe, de l'établissement scolaire. Justement, par rapport à ce cadre de l'analyse de pratique, comment pour vous, est-ce que c'est contraignant ou au contraire, est-ce que ça guide votre analyse? Alors ça peut être contraignant au départ. Finalement, heureusement qu'il y a ça, parce qu'au moins ça permet de ne pas nous sortir du cadre en fait. On peut très vite faire des interprétations, alors qu'il faut pas, il faut rester sur les faits. Ou les hypothèses. Je trouve que la partie où il y a le questionnement en fait sur la situation qui est posée permet d'aller vraiment très loin dans l'analyse. Et seul, on ne peut pas faire cette analyse-là. On a besoin justement du retour des autres, des questionnements des autres, et qui font pointer quelquefois des petits détails, mais qui ont une signification très importante. Et en même temps, ça invite aussi à se remettre en cause et à avancer aussi dans sa pratique. Je trouve que la phase de questionnement est très importante. Et en même temps, tout ce que tu appelles les petits détails, on voit que le collectif, il s'emboîte les uns petit à petit aux autres. Et c'est comme un puzzle qui est en train de se construire. Tout à fait. Alors que quand on est seul, le puzzle, on reste souvent focus sur une pièce, sur un morceau, sur une partie. Alors que là, en ouvrant les perspectives à plusieurs, on a un puzzle qui s'élargit. Et ça se construit petit à petit. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, ça ouvre les perspectives et ça élargit le regard. Et puis, on n'a pas tous le même degré d'approche et de relation aux situations abordées. On est en relation directe avec les élèves, les adultes, puisque l'analyse concerne n'importe quelle situation. Et d'autres ont un regard parfois plus lointain, plus éloigné, et nous permettent de prendre cette hauteur aussi. D'autres. Les fins de séance, parce qu'on ne repart jamais sans rien en fait. Quand on expose une situation, on repart avec des hypothèses et des pistes d'action pour changer les choses et avancer dans la situation qui est posée, quoi. Et ça, je trouve que c'est important, parce que c'est, en plus d'être une bulle d'air, c'est aussi un apport très, très précieux pour la suite. Quand on arrive souvent avec quelque chose qui fait nœud, qui résiste, qui grippe, et le fait quand c'est le cas est posé en groupe et qu'il est... il est explicité entre nous toutes, mais en fait ça se dénoue, ça se délie, et donc du coup forcément on n'en sort pas indemne, parce qu'il y a plein de choses qu'on n'avait peut-être pas vues, qu'on n'avait pas compris, qui font sens et qui nous interrogent, mais en même temps on repart avec une nouvelle manière de lire la situation. Ça ne veut pas dire que ça ne regrippera pas un autre moment et que ça ne refera pas de nouveaux nœuds, mais en tout cas le nœud avec lequel on était venu, il est dénoué en principe. Ça permet de cheminer un petit peu dans sa pratique, et du coup on a une nouvelle approche. Peut-être plus souple, en tout cas qui nous, c'est pas que ça nous préoccupe moins, mais on l'approche différemment. Ça chemine, ouais. Donc ça change votre approche professionnelle, notre approche professionnelle individuelle. Est-ce que ça change des choses dans la dynamique de l'équipe? Sûrement, mais on était un petit groupe, donc je ne sais pas si... moi, personnellement, là, je ne suis pas en capacité de l'évaluer, de me dire... Moi, je pense que oui, au fond, mais je pense qu'en même temps, on ne le voit pas tout de suite. Et on ne le voit pas tout de suite non plus, parce que y a une très grande confidentialité qui s'instaure sur ce groupe, et donc on ne raconte jamais ce qu'on fait, et les autres ne nous demandent jamais ce qu'on fait, pas même la direction en fait. Non. Donc il y a une espèce de base clos. Mais pour autant, je pense que ça influence quand même le groupe de manière indirecte,
dans le sens où je me revois un matin en salle du personnel où un collègue qui n'était pas dans l'analyse de pratique parlait d'un cas d'élève et on était plusieurs à lui poser des questions qui auraient pu être posées en analyse de pratique. Est-ce qu'on l'aurait aidé de cette manière-là si nous-mêmes, nous n'étions pas analyse de pratique? Donc voilà, c'est peut-être de manière détournée à l'aide des outils, des questions qu'on peut poser. Et cette invitation à regarder de manière systémique la situation plutôt que de rester focus sur l'élève ou la classe ou la relation qui pose problème. On a peut-être une écoute plus large aussi et plus attentive à la fois des élèves et à la fois des collègues en fait quand une situation se pose. On va peut-être plus facilement se poser des questions pertinentes, alors qu'avant on restait plus coincé dans les affects et on avançait moins. Je pense aussi que ça me permet de moins réagir à vif, à chaud. Peut-être que je prends plus le temps, plus de recul. Je réagis quand même, mais d'une autre façon. Je pense que je réagis moins dans le là, maintenant, de suite. Il faut que je trouve une solution. Voilà, je prends le temps de poser et de prendre du recul un petit peu. C'est vraiment une autre approche, je pense. En fait, quand je suis arrivée, moi j'ai pris le train en marche, donc j'ai fait 2 ans d'analyse des pratiques. Et en fait, je me rends compte que je suis devenue beaucoup plus prudente, que je me lance moins dans... ça rejoint un petit peu ce que tu dis, mais j'avais l'impression, je suis venue un petit peu à reculons parce que j'avais l'impression qu'il faudrait tout réfléchir et que ça me fatiguait à l'avance, a priori. Et finalement, j'ai vu qu'en fait, le mouvement était tout contraire. C'est que ça m'a aidé à moins réfléchir. Comment dire ça? À moins décortiquer les choses, à être un peu moins prompte au jugement et à être plus prudente de façon générale. À attendre pour avoir un avis et puis à utiliser ça me permet de voir l'efficacité de la parole en amont des actions qui sont nécessaires dans l'enseignement. Par rapport à ce que tu dis, je crois qu'effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de ça ralentit le rythme. Peut-être là qu'on est moins précipité dans notre jugement et notre analyse et du coup dans nos réactions. Parce que quand on est face à une situation problématique, avec le flot des émotions qui va suivre, souvent on cherche une solution, mais c'est pulsionnel, c'est très rapide. On veut aller vite. Et en fait, le temps de l'analyse de pratique, c'est un temps qui est ralenti, qui est long, parce qu'en fait, on décortique, on revient en arrière, on refait l'histoire, on interagit. Donc, on n'est pas dans la recherche de solutions immédiates. En fait, les solutions, puis il n'y en a pas qu'une. C'est des perspectives qui sont ouvertes à la fin. On ne repart pas en se disant il faut faire ça. C'est juste des pistes qui sont ouvertes, un champ des possibles que l'on n'avait pas quand on est arrivé. Alors que quand on est face à la situation de problème, souvent on réagit pulsionnellement avec une action et pas avec un champ des possibles. Et puis ce qui nous a permis aussi de pas mal évoluer, c'est l'écriture. Alors moi, en ce qui me concerne, ça a été un outil, ça a été une révélation. Parce que moi qui n'aime pas écrire, je trouve de poser des mots sur le papier, ça aide à faire prendre conscience de certaines choses. Et puis là, on a dû se mettre à la place de personnes. Et ça a été, je trouve, très très enrichissant. Et Christine nous a proposé ça fait 2 ans. 3 ans peut-être qu'elle nous propose de faire de l'écriture et à chaque fois ça a donné des rendus criants de vérité, je trouve. C'était quoi tes a priori? De pas réussir à trouver les mots, le passage à l'écrit et finalement c'est arrivé comme ça, hop, une idée et puis on a écrit, ça a été très fluide. Et puis c'est difficile de se mettre à la place de quelqu'un.
Ce quelqu'un que peut-être en amont on avait jugé ou qu'on avait appréhendé d'une certaine façon. Et là, le fait de devoir se mettre à la place de cette personne et d'écrire son ressenti quelque part, ou ses actions, voilà, c'est vraiment, ça donne un résultat surprenant. Et c'est vrai que c'est très enrichissant. Ça développe l'empathie, je trouve, et en même temps, écrire sur une situation, quelque chose de fiction en fait, puisqu'on n'est pas complètement l'autre, et on écrit à la place d'eux, mais on se retrouve à écrire des choses qui, pour la personne qui a présenté le fait, est bluffée parce que c'est criant de vérité. Donc la fiction est quelquefois aussi forte, même plus forte que le réel, et ça ouvre vraiment d'autres perspectives. L'empathie, l'écoute beaucoup plus, la compréhension des choses qui n'est pas une compréhension immédiate par rapport à l'écrit. Ça permet de voir que il y a une force quoi dans le fait d'écrire et aussi lâcher prise qui est important. Donc on vient de parler du temps long pour l'analyse de pratique. Voilà, c'est des sessions de 3 heures, ça s'est inscrit pour nous dans la durée de plusieurs années. Voilà. Et puis petit à petit, tu nous as amenés vers l'écriture réflexive. Tu peux nous dire pourquoi tu nous as amenés à ça? Alors peut-être que ça fait le lien avec ce que tu disais au début du travail individuel, mais voilà. Oui, tout à fait. Aide-nous à refaire ces liens-là. Tout à fait. Donc comme je l'ai indiqué, pour moi le journal, la pratique du journal, intime, professionnel, j'étais déjà partie dans l'idée qu'on pouvait en extraire des passages et en parler, le communiquer aux autres. Et il se trouve que la littérature, moi, ça a beaucoup structuré mon existence dès la prime enfance. C'est-à-dire que c'est la première chose qui a donné du sens au tumulte ou aux choses que je ne comprenais pas autour de moi. Et comme j'étais une enfant solitaire, de fait, j'ai dialogué beaucoup avec les livres. Et donc cette position de lectrice et de littérature, je me suis dit un jour, mais en fait, tu peux pas faire sans la psychanalyse et sans la littérature. Puis petit à petit, ça m'a amené aussi à l'idée de la fiction. Et je me suis rendu compte que par la fiction, on pouvait attraper des choses qui sont plus vraies que la réalité. Depuis 7, 8 ans, 10 ans, je ne sais plus, j'ai commencé à introduire des espaces d'écriture dans les dispositifs d'analyse de pratique. Et ça s'est avéré extrêmement pertinent. Mais en fait, les dispositifs que j'ai proposés petit à petit se sont rendus compte qu'il ne s'agissait pas de faire des effets de manche quand on écrit, il s'agissait de parler de ce qui embarrasse, préoccupe, porte le désir que l'on a quand on a fait. Depuis le début, je suis partie de l'idée qu'un fragment, un haïku, quelque chose qui n'est pas bien écrit, c'est quand même une trace. C'est un acte d'écriture qui permet d'actualiser la pensée et qui peut être repris, qui peut être associé à d'autres fragments, qui peut être associé à des fragments des autres. Parce que parfois, on se suspend au mot des autres quand même. Et ils nous parlent plus que les nôtres, à un moment donné. Et on en fait après les nôtres. Donc, c'est progressivement que j'ai essayé de situer mon engagement dans l'analyse de pratique au plus près de ce qui fait ma singularité et ce qui me met dans un... Voilà, j'ai fait tourner le petit vélo de mon désir en travaillant sur la littérature et l'écriture. C'était une condition pour toi aussi, c'est une petite parenthèse pour revenir à ce que tu dis là, c'était une condition pour toi de faire évoluer l'analyse de pratique en même temps que toi, peut-être pour éviter quoi, la lassitude, oui, pour renouveler. Faire tourner le vélo du désir, mon petit vélo personnel de désir, parce que je suis absolument convaincue, et jusqu'à présent, les quelques réalisations, après, c'est pas un bon temps dans les institutions, on le sait, les problèmes d'argent, et puis surtout l'idée que l'on prête à ce genre de travail, c'est pas un bon temps. Bon.
Moi, je suis prête à retravailler des propositions comme ça. On couche sur papier quand même ces émotions qui nous envahissent, quelle que soit la place depuis quelle place on parle, on est de toute manière à un moment donné traversé par des émotions, et du coup le fait de les objectiver sur papier, on les couche, on leur donne forme quand même, on leur donne un corps, et du coup après quand on les relit, je trouve qu'il y a une force encore plus puissante que quand elles sont dites sur le moment, mais que peut-être elles s'échappent, alors que là sur papier elles sont inscrites dans le dur. Donc il y a quelque chose qui fait corps, quoi. En quoi le fait d'écrire? Moi, je pense que ça permet d'apaiser aussi. Et du coup, le fait d'être apaisé, on appréhende la situation d'une toute autre façon. Et puis parce que depuis les places que l'on a occupées dans notre écriture, et ça c'est aussi la force de Christine de nous donner toutes ces places, parce que autour d'une situation on est allé très loin, des places institutionnelles, des places, place de la famille, la place du jeune, dans l'institution proche à l'intérieur du collège, mais aussi l'institution plus large, jusqu'au rectorat, donc ça, si on était resté à l'oral, on ne serait pas allé aussi loin dans le regard qu'on portait sur la situation depuis cette place-là, depuis ce sujet-là, depuis cette instance-là. Donc forcément, après, ça a donné un regard très élargi. Oui, une analyse systémique en fait, qui permet d'agrandir en fait la vision des choses. Donc l'écriture, tu l'as dit tout à l'heure, c'est des rencontres, mais aussi Cathy vient de nous dire que ça ouvre des perspectives. Lesquelles, à ton avis? Sur le champ professionnel et personnel, peut-être? Mais déjà, personnel, l'écriture est un acte, je l'ai dit, ça actualise la pensée, donc on peut y revenir et on peut s'appuyer sur ça pour ouvrir d'autres pistes. Sur le plan professionnel, ça participe de la transmission, l'écriture. Bon. Et on sait très bien que dans le champ social, éducatif, puisque c'est quand même les deux pattes sur lesquelles je repose depuis quand même longtemps, la question de l'écriture professionnelle, je ne parle même pas des écrits professionnels comme des rapports, etc. Je parle de l'écriture professionnelle. C'est toujours en question. Il n'y a pas tant que ça de professionnels qui écrivent, pour X raisons qu'on pourrait développer. Et pourtant, pour moi, c'est important la transmission. Et les coupures de transmission, je trouve, bon, là, c'est pas moi qui ai inventé cette expression, elles viennent aussi du fait qu'on ne peut pas s'appuyer sur des gens qui nous ont précédés, sur d'autres générations professionnelles. Et il me semble que nourrir sa réflexion professionnelle, c'est faire avec une transmission. Et une transmission, c'est forcément infidèle. C'est-à-dire, on s'appuie sur les gens qui nous ont précédés, et en même temps, on écrit sa propre histoire. Et c'est ça la vraie transmission. Il ne s'agit pas de reproduire à l'infini, de toute façon ce n'est pas possible, quelque chose. Il s'agit d'être forcément infidèle. Et l'infidélité, pour moi, c'est un respect de ceux qui nous ont précédés. Ouais, on parlait de copier-coller, créer, derrière, dans un autre contexte, mais ça évoque. Souvent, on croit qu'on va voir quelque chose, un dispositif qui marche ailleurs. Oui, l'outil, souvent on est à la recherche de l'outil qui va faire qu'on va gérer la classe, qu'on va être un meilleur enseignant. Donc là, l'invitation, évidemment, c'est de passer au-delà de l'outil et de s'approprier le dispositif, le système, et de voir comment on s'y intègre dedans pour créer à partir de ce qu'on est soi aussi. Oui, alors après, moi c'est quelque chose qui vraiment m'agace au plus haut point, m'énerve, mais je le comprends, dans des logiques de pression, d'efficacité, de démarche qualité, mal comprises et mal menées, qui nous malmènent d'ailleurs, on va aller vite. Et on voudrait
Et on voudrait croire qu'on peut s'économiser un processus d'appropriation et de pensée. Ce n'est pas possible. Qu'on aille voir ailleurs, à Québec ou ailleurs, ce que vivent les autres, c'est bien. Ça peut donner des idées, on peut se rendre compte aussi des écueils, que parfois ils partagent les mêmes écueils que nous, dans une autre culture, dans un autre contexte. Voilà. La même pression néolibérale, avec les mêmes problématiques derrière. Bon. Mais ça peut inspirer. Mais à mon sens, on ne peut pas faire l'économie de se mettre à plusieurs là où on est, dans le contexte où on est, pour voir comment on peut travailler. Et un travail le meilleur travail qui malmène le moins possible les élèves et les professionnels qui sont autour. Moi, je me rappelle d'un sentiment de grande fierté que j'ai ressenti à la fin d'une session d'écriture, quand on a toutes lu et qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai fil conducteur, qu'il y avait une cohérence, et de vivre ça, ce moment de fierté, d'avoir construit quelque chose, c'est un acte créateur en fait. Je dirais ça aujourd'hui comme ça, mais sur le moment, j'ai ressenti une grande joie d'être à plusieurs et animé par quelque chose de commun, une envie commune d'être ensemble et d'avancer dans notre métier, de voir que cette écriture, elle s'est faite avec autant de facilité. Ça a été assez magique en fait. Je pense que les mots se libèrent aussi d'eux-mêmes, parce qu'on sait que cet écrit ne va pas être diffusé. Il est juste pour nous et en interne. Je sais pas, parce qu'avec Cathy, me regarde, on a vécu une expérience, on ne va pas rentrer tout dans le détail, mais on a vécu une expérience d'écriture où là, on savait depuis le début que l'objectif c'était de le diffuser, et pour autant, on a vécu la même chose que dans le cadre où on savait à l'avance que c'était pas diffusé. Donc, le lâcher prise par rapport à l'écriture je pense que ça vient de l'écoute qu'on a de la situation et de l'envie d'aller plus loin, mais on est presque dans une écriture automatique quand on a le rôle. Et on se lance tout de suite, on ne réfléchit pas à ce qu'on écrit, c'est très spontané. Et on a tout de suite les idées finalement. Et les idées, elles viennent de tout ce que l'on a entendu, et en même temps de tout ce qu'on peut ressentir à la place de la personne. Et puis c'est pas je qui parle. Exactement. C'est je qui écris, mais c'est décentré, puisque je écris en pensant à la place de l'autre. Donc c'est quand même... il y a un décalage qui s'opère. Donc Sylvie nous dit que dans l'analyse de pratique ou dans l'écriture, qu'elle soit dans l'échange ou dans l'écriture, ce n'est pas je qui parle. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est qui alors qui parle, si c'est pas je? Pour ma part, c'est je nourri des autres. Parce que Rimbaud le disait, je est un autre. Et en fait, la psychanalyse nous apprend que avant d'être sujet, on est parlé par l'autre. On est parlé par les générations qui nous précèdent, par les parents qui parlent de nous avant qu'on soit sur Terre. Donc, le jeu, il a aussi à s'extirper de certains déterminismes qui peuvent l'embarrasser. Il a aussi à ne pas être seulement un être de filiation, d'accord, que ce soit familial ou professionnel, on y revient. Et donc, il y a de la singularité irréductible et il y a l'autre en soi. Et c'est bien la difficulté de la vie humaine pour chacun, d'être soi avec les autres. Cathy, tu nous as parlé de l'empathie, de l'écoute. Est-ce qu'il y a d'autres compétences que la participation au groupe d'analyse de pratique vous a permis de développer?
Moi, ce qui me vient tout de suite, là, c'est le fait d'accepter l'erreur. Il y a une sorte de lâcher-prise, certainement, que tu as nommé tout à l'heure, Cathy. Oui, puisque de m'autoriser, oui, je vois que je vis mieux avec l'erreur. Donc, j'ai l'impression que ça m'a fait évoluer personnellement et que du coup, de vivre mieux avec mes propres erreurs, j'arrive plus facilement à proposer, à accepter tout ce qui vient de la part des élèves, d'en faire quelque chose, de créer ce cadre peut-être un peu plus ouvert, qui accueille l'erreur avec joie, parce que on peut toujours imaginer quelque chose pour aller quelque part. Et ça allège, vous voyez, je me rends compte que ça allège, dans ma classe, ça allège un peu la parole, ça allège quelque chose dans l'espace. Pour rebondir sur ce que tu dis, ça allège l'erreur et ça allège aussi, je pense, en tout cas pour moi, le rapport au conflit et aux frictions qu'il peut y avoir avec les élèves, en se disant que je suis pas seule responsable, l'élève n'est pas le seul responsable. Ça m'aide à me décentrer de la seule situation face à laquelle je suis, qui est souvent un conflit, un désaccord. Je veux dire, on n'est pas que deux, on est deux, mais en réalité on n'est pas que deux. Et je pense que ce qui est important, ce que tu dis qui est important, c'est qu'on sort du conflit de personne. On rentre dans une autre dimension du conflit qui est propre à la relation et à ce qui se joue dans une relation. On en prend conscience sans pour autant rester dans le conflit de personnes. Et j'étais pas prête. À ton avis, quelle est la place de la vulnérabilité en dehors aussi du GAPP et dans l'éducation en général, tu vois, parce que c'est souvent un espace où on a fait preuve de vulnérabilité, mais quelle est la place en dehors de cet espace-là? La fragilité, la vulnérabilité, parce que là c'est un concept qui reprend la fragilité, qui a été théorisé, qui l'est toujours, elle est consubstantielle à la vie humaine. Mais la plupart du temps, on ne veut pas le voir, parce qu'on voudrait être dans la maîtrise. Et il me semble que ces dispositifs d'analyse de pratique, déjà, permettent de poser simplement un doute, une question, une fragilité, une vulnérabilité. Moi, il me semble que dans les métiers à forte résonance humaine, évidemment, le métier de prof en fait partie, la première chose, c'est accepter cette vulnérabilité en soi, chez les collègues et chez les élèves. Pour pouvoir les accepter chez les élèves, il faut déjà la reconnaître en soi. Et bon, ce que je viens de dire, ça répond à la question, c'est que dans nos sociétés de performance, d'efficacité, d'efficience, on veut éradiquer ce qui est consubstantiel à la vie humaine. Et c'est bien là la difficulté actuellement. Hier, j'ai vu un documentaire formidable qui s'appelle Sauf qui peut, qui vient de sortir, qui montre bien que on aimerait éradiquer la parole et la vulnérabilité. Il y a un truc fantastique dans ce documentaire, quelqu'un qui dit « L'hôpital sans les patients, ça serait super ». Voilà, ça dit l'école sans les élèves. Alors, l'école sans les élèves, il n'y aurait pas de problème. Donc ça, ce propos qui est terrifiant, montre qu'on veut éradiquer la non seulement on l'éradique, mais du coup, j'ai l'impression, enfin c'est pas qu'une impression, mais que quand on l'éradique, on devient encore plus rigide et on pose des cadres, des structures encore plus rigides. Tout à fait, parce que ce déni, cette vulnérabilité qu'il faut éradiquer, eh bien, on construit des systèmes parfois qui sont complètement fous, désincarnés. Et je vois une cloche, là, en t'écoutant, je vois une cloche sur laquelle on viendrait se taper, en fait, et on aurait encore plus mal, en fait. Puisqu'on peut pas tenter d'éradiquer ce qui fait le cœur de l'humain. Parce que ce qui fait le cœur de l'humain, c'est quand même, ça déraille, ça cloche, ça va jamais. Et c'est ça qu'il faut que les dispositifs d'analyse de pratique et puis les institutions en général doivent faire avec la parole, ce qui cloche. Et donc, il faut bien des patients, il faut bien des élèves dans les institutions. Parce que quel sens c'est important ce que tu dis, au-delà de la banalité de la phrase, ce qui fait l'humain, c'est ce qui cloche.
Et de se rappeler ça, ça nous permet de nous rappeler que ce qui fait l'éducation, par ricochet, c'est ce qui cloche aussi. Et oui, c'est André Tricot qui disait les élèves sont là pour apprendre ce qu'ils apprendraient pas tout seuls. Donc l'éducation est là, l'école est là pour faire ce qui ne se ferait pas en dehors d'elle-même, en dehors de cette structure et de cette institution. Donc forcément, on a tout ce pan de vulnérabilité à aller explorer aussi. Ce que tu viens de dire me fait penser à un propos que j'ai certainement tenu avec vous, parce que pour moi il est fondamental, c'est de dire une éducation qui réussit, c'est une éducation qui échoue. Et la plupart du temps, on ne veut pas le voir. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si on pouvait éduquer intégralement un enfant, c'est le totalitarisme absolu. Voilà, c'est-à-dire qu'il est enfermé. Donc forcément, on ne peut pas réussir intégralement une éducation, sinon c'est la folie. Donc qu'est-ce qu'on peut réussir? C'est d'accompagner un enfant, un adolescent, pour qu'il rue dans les brancards et qu'il ait sa propre parole et son propre esprit. Et puis ça serait oublier que soi-même en tant qu'adulte, on est encore en apprentissage, d'avoir la prétention de dire on termine une éducation sur des adolescents. Oui, c'est pour ça que je vous ai souvent parlé de Rancière, du maître ignorant, et que pour moi, je trouve que la posture, la place intéressante, c'est de se laisser enseigner. Mais ça va bien au-delà de l'enseignement. C'est aussi bon pour les travailleurs sociaux, pour les psys, se laisser enseigner par l'altérité et le savoir de l'autre. Et ça suppose qu'il faut gérer sa propre angoisse. Et c'est quand même une des choses les plus difficiles dans la vie, c'est faire avec sa propre angoisse. C'est-à-dire l'angoisse de mais qu'est-ce que je vais faire, à quoi je vais servir, comment je vais être utile. Et encore une fois, le documentaire que j'ai vu hier mettait bien ça en exergue. Donc un sujet qui pour moi a été un peu aussi en fil rouge souvent dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est le sujet de la loyauté. Alors les loyautés familiales, les loyautés institutionnelles, les loyautés par rapport à nos collègues, les loyautés aussi personnelles, donc nos propres convictions pédagogiques, nos valeurs humaines. Et on voit bien comment ces différentes loyautés qu'on peut avoir rentrent elles-mêmes en conflit et peuvent générer elles-mêmes un conflit. Donc justement, l'analyse de pratique a été là pour nous aider à dénouer ces fils, à les comprendre, tous ces fils invisibles, pour mieux en comprendre les dynamiques. Comment tu vois les choses, en forme aussi de conclusion de cet épisode? Eh bien là, je disais qu'une de mes jambes, c'était la littérature. C'est la littérature. J'ai lu Delphine Vigan, que j'adore. Rien ne s'oppose à la nuit, c'est le premier livre que j'ai lu d'elle, extrêmement émouvant sur sa mère et sur la vulnérabilité de sa mère, justement, et comment elle a fait avec cette vulnérabilité très forte de sa mère. Et donc, elle a écrit un bouquin qui s'appelle Loyauté. Et c'est à travers la lecture de cet ouvrage, je me suis dit, ça, je peux faire passer quelque chose. Je peux faire passer quelque chose dans l'analyse de pratique. Que moi-même, j'ai fait l'épreuve des loyautés qui sont enfermantes et de cette nécessité de m'extirper d'un certain nombre de loyautés pour essayer d'attraper, d'élargir, je vais dire, mon espace de liberté. Parce qu'il me semble que, en tout cas pour moi, c'est nécessaire d'avoir cette idée en tête, de participer à élargir l'espace de liberté des autres. À partir du moment où moi j'essaie d'élargir mon espace de liberté, c'est absolument nécessaire. Et là, peut-être pour conclure, je dirais que 30 ans que je suis prof, 31, 32, et ce que je peux déplorer, dans les choses qui me plaisent pas, c'est une vision de plus en plus techniciste du métier et qui oublie justement la singularité, le style. Le style, c'est un sujet. Le style, c'est
sa manière d'être dans l'existence. Et je pense qu'il ne faut pas oublier le style de l'enseignant. Et donc, ça va avec faire avec des loyautés, mais aussi avoir une certaine distance par rapport à ces loyautés, c'est-à-dire avoir un espace de liberté. Et on revient au début, la boucle. C'est-à-dire que si chacun trace son espace de liberté, l'agrandit, si chacun essaie d'être au mieux avec sa singularité, quand on se retrouve en groupe, eh bien c'est la richesse. Et pas la norme aplatissante, dévitalisante. Nous arrivons à la fin de cet épisode sur le groupe d'analyse de pratiques professionnelles. Nous avons exploré comment ce groupe a pu nous enrichir notre pratique, enrichir notre pratique de l'écriture, améliorer nos compétences et nous offrir un espace de réflexion et de partage. Personnellement, j'ai particulièrement été touchée par les retours et nos échanges pour enregistrer ce podcast et qui montre à quel point ce groupe d'analyse est un outil puissant pour le développement professionnel mais aussi pour chacune de nous. Donc si vous ne savez pas ce que c'est les groupes d'analyse pratique, je ne peux que vous encourager vivement à en chercher un dans votre domaine, près de chez vous. C'est une expérience qui peut vraiment nous transformer notre manière de travailler et de vivre ensemble. Donc un grand merci à mes collègues pour ces échanges et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager vos propres expériences ou poser vos questions sur cet épisode. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode et à très bientôt sur Extase Éducative.